Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du iComics. On est en 2020 et on a plein de bonnes résolutions puisque vous aurez remarqué que les vidéos ne sont plus en retard depuis quelques temps. Alors je ne promets pas que ça dure toute l'année, mais en tout cas on s'est vraiment promis de faire les efforts pour que les vidéos sortent à temps à chaque fois. C'est le retour de Jean-Victor derrière la caméra, donc cette fois ma voix ne devrait plus être tellement saturée que la vidéo est regardable et ainsi de suite. Mais c'est pas le sujet puisqu'aujourd'hui on a 3 grosses sorties, et quand je dis 3 grosses sorties, on a 3 grosses sorties à vous présenter. On a une petite surprise en plus puisque je ne vais peut-être pas être tout seul à vous présenter ces bouquins-là. Les 2 premiers sont 2 comic books et concernent vraiment purement iComics. Et le 3e, c'est un bouquin dont on vous parle depuis plusieurs mois. Le premier titre, ce sera Les Tortues Ninja tome 9. Il est là, pour de vrai. Le vrai Vengeance partie 2 et tout. Là où il se passe le truc de la série Tortues Ninja. Ensuite, on vous parlera de Bitterroot, un des titres indés les plus importants de l'année pour nous, avec son joli bandeau et tout ça, présent à Angoulême, nommé au Eisner Award. Il a une bonne tête de vainqueur, il est magnifique comme vous pouvez le voir. Et puis le dernier bouquin, il est là aussi pour de vrai, dans mes mains. Je le pince pour vérifier qu'il est bien là, mais c'est le vrai de vrai avec plein d'images à l'intérieur. Et c'est le vrai exemplaire que vous aurez le 28 janvier dans les mains. C'est tout l'art de Death Stranding, l'artbook officiel du dernier jeu d'Hideo Kojima. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on vous en parle. Et enfin, vous le présenter avec mon invité surprise tout à l'heure. Mais avant de l'accueillir, je vais déjà revenir sur un bouquin qui me tient très à cœur, vous le savez. C'est Tortues Ninja tome 9. Tortues Ninja tome 9, donc Vengeance partie 2, vous le voyez sur la couverture, Shredder versus Splinter, c'est tout à fait contractuel, c'est exactement ce qui va se passer dans le bouquin, mais plutôt que de vous spoiler la conclusion de cet arc hyper haut en couleur et fort en rebondissement, puisque vous le savez, ça fait des mois que je vous le dis, à la fin de ce tome, plus rien ne sera jamais pareil. Je vais surtout vous parler de Matteo Santoluco, qui, à mon sens, avant Shredder in Hell et puis les quelques numéros que vous, enfin la tonne de numéros que vous verrez après à partir du tome 10 qu'il a fait, livre ici une espèce de performance incroyable. Lui, il avait abordé Vengeance dans sa globalité, partie 1 et partie 2, comme une forme de crossover estival chez Marvel, quoi. Et pour un résultat qui est purement magnifique. Alors, Jean-Victor vous cachera les pages qui spoilent trop quand je vais juste les ouvrir comme ça, mais il y a des cadrages, il y a une façon de composer les planches, comme vous pouvez le voir ici, là, sur la page de droite, qui est juste magnifique. Il s'éclate vraiment dans l'action. Tortue, c'est une série qui est souvent assez bavarde, qui fait quand même beaucoup dialoguer ses personnages. Là, on laisse quand même vachement plus la place aux scènes d'action, à la baston pure, à des splash pages comme ça. Il y a beaucoup de menaces qui se referment sur Splinter et les siens, qui viennent d'un peu partout, et en même temps, des nouveaux alliés, des trahisons, des twists, et ainsi de suite. Et surtout, en fait, donc ça correspond au numéro 50 en VO, qui est sorti en 2015 aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Là, le numéro 100 vient juste de sortir. Et en fait, ce qui va se passer là va vraiment nous amener jusqu'au numéro 100 qui vient de sortir là, en fin 2019. Et vraiment, quand je dis plus rien ne sera jamais pareil, c'est vrai, puisque vous vous doutez un peu ce que ça veut dire à ce moment-là. Mais en plus de ça, c'est un peu un fantasme de fan de Tortue de voir la confrontation finale entre Splinter et Shredder. C'est quand même les deux incarnations du maître et du némésis absolu. Les tortues sont presque même un peu de côté dans Vengeance, et vous le savez si vous avez suivi les 8 tomes précédents, mais la série se permet quand même de mettre les personnages dans des situations désagréables ou conflictuelles au long cours. C'est-à-dire que les tortues, à peu près une par une, ont vécu des choses vraiment pas marrantes. Alors au tome 2, vous avez Léo qui était passé dans du Dark Side avec son bandeau noir super classe et tout. Après vous avez Donatello à qui il arrivait un truc pas drôle et qui s'est retrouvé dans un robot et ainsi de suite. Plus tard, il se passera d'autres choses avec Raph, avec Mikey et tout. Et le fait est que ça démystifie, désacralise un peu Splinter à partir de ce tome-là, parce qu'il fait des choix adultes et une forme de sacrifice pour ses 4 fils, quoi, qui vont l'amener à vraiment changer l'univers des tortues, avec quelque chose qui, si c'est un peu attendu, parce qu'on sait que la série elle a un ton assez adulte, la façon dont c'est amené et ce qui se passe réellement est quand même une idée super bien trouvée, je trouve, qui vraiment amène son lot de réflexion. Et le tome 10 de l'Ordre et du Chaos est vraiment plus qu'un aftermath, puisque voilà, les cartes sont vraiment redistribuées. Il y a toujours des menaces par ailleurs, parce que les plus assidues d'entre vous savent que Krang est toujours derrière. Mais malgré ça, la partie Foot Clan va subir une sorte de grande conclusion, comme les crossovers chez Marvel ici doivent en livrer, et ce que Tortue fait là très très bien. Et voilà, je veux pas trop vous en dire non plus, c'est pas évident d'en parler sans spoiler parce que c'est vraiment un tome de résolution après la partie 1 qui installait les enjeux. Juste foncez dessus,
c'est un des meilleurs tomes de Tortue. Pour moi, c'est le climax de tout ce qu'on a sorti jusqu'à maintenant sur Tortue Ninja, à l'exception des classics qui sont sortis sur Comic-Con avec Kevin Eastman et Peter Laird, les originaux de 84, quoi. Pour moi, tout du tome 0 au tome 8 ont convergé vers cet instant. Et ensuite, on va ouvrir vraiment une deuxième ère qui nous amènera jusqu'au tome 100. Et une mini-série sur Shredder aussi, par ailleurs, qui est genre le plus beau travail de Matteo Santoluco jusqu'à maintenant. Et puis la suite encore, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà. Un dernier mot sur les Tortues quand même. Il y aura une belle surprise autour de Tortue Ninja fin mai. Surveillez les réseaux sociaux, tout ça, parce que ça va être annoncé là vraiment incessamment sous peu. Ce ne sera pas à Paris, donc les Parisiens, vous allez devoir prendre le train. Je suis désolé de vous le dire, mais si vous êtes fan de Tortue, vous êtes obligatoirement pas dispo ce week-end-là, et vous allez devoir prendre vos billets de train et bouger, une chambre d'hôtel peut-être et tout ça, parce qu'on prépare de très belles choses avec des super invités qui seront en France à ce moment-là. Et notamment les couvertures de Vengeance, vous savez que la Tortue Ninja tome 8 qu'on a retrouvé ici, Tortue Ninja tome 9 qui est là, Vengeance partie 1, Vengeance partie 2, vous les voyez, ça sent un peu la bonne idée quand même quand on les met comme ça côte à côte, et en fait si vous les mettez comme ça, comme un Power Ranger, comme un Megazord, elles viennent s'assembler pour former une partie d'illustration. Et quand je dis une partie, c'est parce qu'en fait, ces deux illustrations sont partie d'une plus grande qui est à peu près grande comme ça, si on devait la faire à taille réelle de couverture, qui sera peut-être disponible en poster ou quoi, fin mai, dans cet événement où on aura donc des très beaux invités, et pas seulement d'ailleurs. J'ai vraiment hâte d'y être parce que ça va être un très beau moment et globalement l'année des événements et des tournées, des dédicaces à iComics s'annonce vraiment super. Mais là ça va être un gros climax pour les fans de Tortue. Donc on vous attend. Je peux pas vous dire où encore, mais je sais que vous serez là à coup sûr et on va bien se marrer. On vous prépare vraiment beaucoup de surprises pour cet endroit-là et ce week-end-là. Donc voilà, on vous retrouve là-bas. L'autre bouquin dont je voulais absolument vous parler ce mois-ci, c'est évidemment Bitterroot qui sort en même temps que Tortue Ninja tome 9 mercredi prochain, donc le 22 janvier si je dis pas de bêtises. Bitterroot c'est un des plus gros indés de l'année chez iComics, c'est adapté au cinéma par Ryan Coogler et tout ça. Mais en fait ce que je vais faire c'est que plutôt que de perdre ma salive et votre temps en vous expliquant pourquoi c'est le meilleur bouquin de la Terre, je vais laisser Basile Begri, traducteur du bouquin, vous en parler puisqu'il nous a fait l'amabilité d'être là. Et dans un tour de magie incroyable, Basile va se retrouver avec ce livre dans les mains et va vous réexpliquer pourquoi c'est bien. Va vous réexpliquer. Putain. Eh bien bonjour à tous, et en effet c'est moi qui ai eu la chance de traduire ce premier tome de Bitterroot parce que ce n'est pas un one shot, c'est le premier tome d'une série qu'on espère longue. Bitterroot, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une sorte de Ghostbusters. Qu'est-ce que J'ai dit Bitterroot, ouais. Alors Bitterroot, qu'est-ce que c'est? Pour le résumer vraiment grossièrement et pour aller très vite, c'est une sorte de Ghostbusters dans le Harlem des années 20, où on suit la famille Sanjay, qui est une famille de chasseurs de démons qui pratiquent l'art du vaudou et l'art de la magie des racines, d'où le titre Bitterroot. Ils sont chargés de traquer et de soigner les Jinus, qui sont des démons qui s'emparent du cœur des hommes lorsque la haine les submerge. C'est par l'équipe qui a notamment signé les séries Marvel Power Man et Iron Fist, donc vraiment des vétérans de la bande dessinée, enfin bien aguerris, bien établis, qui ont vraiment décidé pour une fois de créer leur univers à eux, en s'inspirant des légendes folkloriques afro-américaines, mais aussi de l'histoire réelle, puisque on parle notamment du massacre de Tulsa de 1921, qui, si vous avez regardé la série Watchmen, est un événement qui a été vraiment déterminant dans l'histoire afro-américaine. Et c'est une série blindée d'action, blindée d'humour, qui possède un vrai fond, qui s'intéresse vraiment à la culture de la haine, à la culture du racisme aux États-Unis, où elle prend racine justement, d'où elle naît, et comment elle peut s'exprimer. Et chaque chapitre de l'histoire est complété par un article hyper intéressant d'un universitaire américain, à chaque fois différent, qui vous permet d'aller plus loin en fait dans la découverte de ce pan de la culture afro-américaine qui est souvent ignoré, en tout cas pas assez enseigné, que ce soit en France ou aux États-Unis. Voilà, donc c'est une super série qui commence vraiment, qui démarre vraiment sur les chapeaux de roue.
Et j'espère qu'elle vous plaira et j'espère que vous aurez envie de lire la suite parce que ça promet d'être encore plus explosif dans le tome suivant. Et ce que Basile a oublié de vous dire, c'est qu'en plus c'est hyper bien traduit et qu'on est extrêmement fiers de travailler avec lui. Et pour la petite anecdote, c'est son premier bouquin, mais en fait ce mois-ci il en a 2, puisque le dernier livre dont on va vous parler dans cette vidéo, c'est évidemment Tout l'art de Death Stranding, également traduit par Basile Begri. Donc ce que je vous propose, c'est de l'accueillir et cette fois on reste tous les deux pour vous en parler ensemble. Mon cher Basile, Oui. comme tu le sais, comme vous le savez, Death Stranding, c'est le jeu d'Hideo Kojima, sorti le 5 novembre dernier, si je ne vous dis pas de bêtises, carton critique et tout ça, on va pas refaire l'histoire. Mais il se trouve avec Hideo Kojima, malgré le fait que son nom soit absolument partout à chaque fois, qu'on parle peut-être un petit peu trop de lui et pas assez de Yoji Shinkawa, son directeur artistique. Basile, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qui c'est, Yoji Shinkawa? Yoji Shinkawa, c'est le comparse d'Hideo Kojima depuis ses débuts sur Metal Gear Solid. C'est l'homme qui a créé absolument toute la charte visuelle de Metal Gear. C'est un type au coup de pinceau reconnaissable entre mille. C'est, je pense, un des plus grands illustrateurs à l'heure actuelle. Si on devait faire une comparaison un peu audacieuse, je dirais que Kojima, c'est Jodorowsky et Shinkawa, c'est Möbius. Et donc là, enfin, on a un livre qui nous permet d'explorer ce qu'a fait Shinkawa sur Death Stranding, c'est-à-dire enfin sorti de la licence Metal Gear Solid sur un tout nouvel univers qu'il a créé de A à Z. Et c'est absolument passionnant. Complètement, sachant que cet artbook, donc on peut pas en montrer trop de choses aujourd'hui parce que c'est absolument absurde, hein, vous serez d'accord avec moi, mais en fait on n'a pas trop le droit de montrer les pages tant qu'il n'est pas sorti. Il sort le 28 janvier, donc on va pas prendre trop de risques, mais en fait on va tout vous montrer parce qu'on s'en branle. Vous le voyez dans le bouquin, donc vous avez plein de recherches de Shinkawa. Ça va d'ailleurs de vraiment concept de pré-production au crowbar de Shinkawa. D'ailleurs c'est au tout début du bouquin il me semble, où voilà, il y a vraiment des dessins qui remontent plutôt dans la production sur les tout premiers, les toutes premières esquisses et les toutes premières idées de Kojima. D'ailleurs, à l'époque, le jeu s'appelait Dead Stranding, et pas Death Stranding. C'était beaucoup plus futuriste, il y avait beaucoup plus d'armure et de gros soldats avec des gros guns. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'il y a une autre facette de Shinkawa qu'on voit pas souvent dans les autres artbooks, notamment ceux consacrés à Metal Gear. C'est toute la partie concept art en peinture, ce qu'il fait sur tablette aussi, qui est beaucoup moins crayonné du coup, mais qui peut envoyer voilà, un peu plus d'ambiance et enfin c'est beaucoup plus figuratif en fait, parce que Shinkawa, tu le comparais à Mobius, moi je le comparais un peu à Yoshitaka Amano aussi, et du coup Kojima Sakaguchi, qui a ce style, donc c'est Final Fantasy, toutes les couvertures des Final Fantasy cultes, FF8, 7, 8, 9, tout ça, et où c'est pareil, c'est assez abstrait, et en fait Shinkawa, on lui a souvent fait le reproche, entre guillemets, d'être trop abstrait, et là en fait, on trouve un Shinkawa qui est vachement plus, je sais pas trop comment expliquer, beaucoup plus proche du design et de la production, quoi. Prosaïque, pratique, enfin vraiment technique. Et puis on aborde absolument tous les aspects graphiques de Death Stranding, c'est-à-dire que ça va du design des simples boîtes, mais qui sont exceptionnelles en fait, aux environnements les plus délirants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ouvrage, il n'y a pas que des œuvres de Shinkawa. Shinkawa est vraiment le maître d'œuvre, l'architecte visuel de la série, mais il est secondé, par exemple les modèles 3D qu'on peut voir ici sont conçus par d'autres artistes. On a la liste complète des artistes à la fin du bouquin, pour ceux qui veulent vraiment entrer dans le détail, mais pour ceux qui ont joué au jeu, qui l'ont retourné dans tous les sens, c'est quand même l'occasion de vraiment approfondir l'exploration visuelle du jeu, notamment je pense aux créatures que sont les échoués, qu'on ne voit pas forcément, qui sont des créatures noires, qui ressemblent à du goudron un peu, qui sont très difficiles à voir en fait quand on est dans le jeu, parce qu'on passe le plus clair de notre temps à les fuir. Là on peut enfin voir et admirer tous les détails de leur apparence, toute la réflexion qu'il y a derrière, pourquoi est-ce qu'ils font peur, comment ils ont été conçus et pensés pour faire peur justement, même si on les aperçoit que 2 secondes. Donc c'est vraiment l'occasion de se replonger dans le jeu, mais dans ce qu'il a de plus impressionnant visuellement. Et puis jusque dans les plus petits détails d'ailleurs, parce que donc vous voyez aussi celles qu'on appelle les pseudomères, les Steel Mothers dans le jeu. Là vous avez les concept art des premières idées, premières recherches autour des pseudomères, donc des Steel Mothers, avec là l'ambiance très giggerienne de la chose, qui est totalement abandonnée en fait dans le jeu, parce que ça ressemble finalement plus à une chambre d'hôpital assez classique. Et en fait on voit vraiment
beaucoup, je dirais pas toutes parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a eu beaucoup plus de visuels que ce qui est seulement dans cet artbook, vous imaginez bien, sur un jeu qui a été développé pendant aussi longtemps, mais on passe vraiment par les différentes étapes de la vie de Death Stranding, où c'est passé du jeu d'horreur à jeu d'action un peu lancinant, où on se balade en Islande et on fait de la livraison UPS. Et c'est rigolo du coup, parce qu'en fait, bon, après c'est un aspect qui concerne vraiment les fans hardcore, mais on retrouve certaines idées aperçues par Kojima dans les années où il a teasé le jeu, au sein de ces concept art. On imagine que ça a été abandonné en cours de route, on n'a pas toutes les explications, mais en plus c'est quand même secondé de quelques textes, puisque donc Basile est traducteur de tous les textes que vous voyez là-dedans. C'est assez inégal dans le bouquin, vous en avez parfois pas mal, parfois c'est juste de la légende de quelques illustres. Bah tiens, très schématique. Les bêtises dont tu parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'on arrive beaucoup mieux à envisager du coup ce qu'ils sont, je ne sais pas, est-ce que c'est genré les bêtises? Ce sont des échoués, donc c'est masculin je crois. Oui, mais ça pourrait être des échoués ES. Pareil au niveau des villes et de toutes les ambiances des villes, donc c'est très collapsologie friendly, mais il y a vraiment des super belles choses, notamment avec les cratères et ainsi de suite. La fin spoil allègrement la scène finale du jeu, donc c'est pareil au niveau de l'histoire et tout, l'artbook va quand même assez loin, présente, c'est Kojima ce matin même d'ailleurs sur son quand il a reçu la VO, qui a partagé la toute dernière page ou l'avant-dernière page, genre quelque chose comme ça, qu'on ne trouvera pas, mais je regarde du coin de l'œil. Ouais, celle-là, qui en fait montre une des scènes clés de la fin du jeu, qui vous permet de la redécouvrir du coup avec les différentes recherches et tout. Et pour l'anecdote, vous le savez, ce bouquin est en retard, donc puisqu'il sort le 28 janvier, 3 mois après la sortie du jeu. Mais en fait, on l'a travaillé nous en juillet. En juin la première fois, puis en juillet, à un moment où le secret autour du jeu était mieux gardé que je ne sais quel secret. La recette du Coca-Cola. Voilà, exactement. Et en fait, c'était un truc de fou de pouvoir découvrir ça à l'époque, et notamment parce qu'en fait, comme il y a peu de texte, on ne comprenait pas non plus ce qui se cachait vraiment derrière la fin du jeu, et en fait, en le découvrant, on arrivait à nouer des choses de ce qu'on avait vu et qui nous expliquaient, et qu'on arrivait un petit peu à relier les unes aux autres. Mais voilà, c'est vraiment un compagnon parfait pour les gens qui ont aimé le jeu et pour les gens qui ont envie de découvrir aussi tout l'art de Shinkawa, on pourrait l'appeler comme ça presque. Moi je dirais que pour les gens quand on joue un jeu Kojima, on y joue avant même sa sortie parce qu'il y a tout ce concept de puzzle, de teasing, de tout ça. Et donc ça c'est une pièce du puzzle qu'il faut avoir si on est fan. Mais je pense que si on n'a aucun intérêt pour les jeux, on va dire le gameplay de Kojima, rien qu'en termes artistiques, si on est étudiant en art, en dessin, en bande dessinée ou en film ou quoi, c'est quelque chose à avoir parce que c'est rare quelqu'un qui a une culture visuelle aussi riche dans ce milieu-là qui propose quelque chose d'aussi différent. C'est-à-dire ces concept art-là, on les voit nulle part ailleurs. Tu parlais des étudiants. C'est une transition parfaite puisque ce bouquin il coûte que 30 €, à l'instar de ce qu'on a fait sur Spider-Man Into the Spider-Verse à l'époque. C'est une décision mûrement réfléchie de notre part, mûrement réfléchie dans le sens c'est plus pour aller vers les gens, notamment parce que l'artbook on considère dans le monde de l'édition qu'il n'y a pas vraiment de marché d'artbook et ainsi de suite, donc les prix sont un peu libres. Peut-être qu'il aurait été vendu 49 € ailleurs ou quoi, j'en sais rien. Nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir le mettre dans les mains de tout le monde. Ça coûte à peine plus cher qu'une BD, mais c'est plus grand, c'est plus épais, c'est du bouquin, du coffee table book, comme on les appelle, ou du bouquin de collection, et ainsi de suite. Du coup, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Les précommandes nous disent qu'a priori, ça s'annonce pas trop mal pour lui, et que, parce que les artbooks, comme vous le savez, c'est quand même risqué, donc à chaque fois, on est un petit peu tremblant au moment d'eux. Mais moi, je suis vraiment ravi de pouvoir le faire à ce prix-là. Je suis ravi du travail de Pierrick aussi, qu'il faut citer, du coup, avec qui tu as travaillé, Basile, au moment de la traduction, voilà, qui est l'éditeur avec moi du livre, et qui a bossé tous ces gaufrages, ces vernis et tout ça. Donc là, avec les dorures sur le titre, je sais pas à quel point on peut le voir avec la lumière, mais ça fait un effet vraiment super joli. Et puis, il y a ce petit relief, du coup, dessus, qui vient apporter un petit peu de vie à cette couverture. Tout à fait gay. Voilà, ça fait du bien en plein hiver de se prendre une couverture comme ça, n'est-ce pas? Mais c'est un vrai beau bébé, je suis trop content, voire presque ému de l'avoir enfin dans les mains. C'est pareil, au niveau du dos, vous avez ce dos doré là qui respecte vraiment les codes du jeu, noir et or quoi en gros. Je suis pas très objectif, mais je pense que s'il y a un artbook à avoir cette année, c'est celui-là. Ouais, c'est gentil de ta part. Voilà. Je sais que tu le penses pour de vrai. Qu'en plus, tu es en étant le traducteur, ça te ferait bien plaisir, n'est-ce pas? Mais non, mais c'est, enfin, ouais. Honnêtement, je suis très content. Je suis un gros consommateur d'artbooks de jeux vidéo. Là, il y a encore pas longtemps, j'ai pris Fallen Order, Titanfall 2 et ainsi de suite. Et souvent, je trouve que, enfin, je reste un peu sur ma faim. Il y a des trucs, mais même au niveau du format, d'habitude, on est sur un format plus classique, quoi, plus vertical et tout. Là, je trouve ça cool, quoi. C'est presque à l'italienne, mais pas vraiment. C'est
un petit carré, un peu comme ce qu'on a fait sur Spider-Verse par ailleurs. Et ouais, je suis vraiment, vraiment ravi que ce soit dispo. On a trop de chance de pouvoir publier un artbook de Kojima Productions. J'espère que vous serez contents aussi qu'on fasse les prochains, du coup, au même prix et toujours aussi bien. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. De la même manière, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de Bitterroot. Si vous aimez la traduction, notamment, hein, comme ça vous pouvez lui dire sur Twitter. Ou si vous n'avez pas aimé, vous avez Ou si vous n'avez pas aimé, mais bon, c'est moins sympa, donc voilà, hein, vous n'êtes pas obligé. Et puis, je vous rappelle la sortie de Tortue Ninja tome 9. Ces deux titres-là sortent le 22 juillet, donc mercredi prochain. 22 janvier. 22 janvier. Exact, la fatigue est réelle. Et puis, l'artbook de Death Stranding, tout l'art de Death Stranding sort le 28 janvier. Partout, les plateformes internet que vous connaissez, votre libraire indépendant, puisque c'est dispo chez les libraires indépendants. Et voilà, on compte sur vous pour soutenir ces 3 bouquins. Je suis vraiment très très heureux de commencer l'année comme ça, et puis c'est que le début. Bah oui, tout à fait, bravo. Merci Basile. Merci à toi de m'avoir invité. À bientôt invité. pour de nouvelles traductions. N'est-ce pas? Au revoir.